Ronald, je hebt een hele stevige achtergrond. Lang in de financiële sector gewerkt. Vermogensbeheer, depositohandel, heb ik begrepen. Kun je ons daar iets over vertellen? Hoe lang heb je dat gedaan? Mijn leven Eh bien, ma vie a été bien plus compliquée que cela. En fait, j'ai été un entrepreneur tout au long de ma vie. L'indépendance était pour moi une des composantes clés. La seule fois où j'ai essayé d'être un employé, ça n'a pas marché. En tant qu'entrepreneur, j'ai été amené à travailler dans plusieurs secteurs en relation directe avec le monde de la finance. Toutes mes autres sociétés, comme ma propre ligne de vêtements féminins, une concession auto et aussi l'importation et l'exportation, m'ont conduit à un point où, pour bâtir ma propre fortune, j'ai dû m'intéresser au monde de la finance. Dans l'import-export, lorsque vous travaillez avec plusieurs devises, vous devez passer par un courtier pour les opérations de change. Puis un jour, un de ces courtiers m'a dit « Ronald, cela fait un moment que je t'observe et tu es toujours très occupé. Tu gagnes de l'argent, nous le savons bien, mais quel est ton objectif ?» Ce à quoi j'ai répondu « Mon objectif est de gagner un maximum d'argent. Pour moi, plus je possédais d'argent, plus vite je pouvais prendre ma retraite avec une bonne situation. » En gros, tout ce qu'on peut vouloir s'offrir dans la société, du moins c'est ce que je pensais à cette époque-là. Alors ce courtier m'a répondu, « Dans ce cas, arrête tout ce que tu es en train de faire maintenant, vends tes sociétés. Lance-toi dans la gestion de l'argent, entre dans le monde de la finance. » C'est ainsi que cela a commencé pour répondre en partie à votre question initiale. Ce courtier travaillait sur le marché des changes. Il traitait en devises, déposites, pour simplifier, il négociait des actifs. Et faisait de l'argent en profitant des écarts entre les taux d'intérêt dans la gestion de ses actifs. Toutes ces particularités formaient un ensemble attractif, alors j'ai accepté. Il a répondu « Très bien, tu peux prendre ma place. Je vais te former et t'introduire dans le réseau. En échange, tu me donneras 10% de tes gains annuels. » En gros, il m'a vendu sa place de négociateur sur les marchés en échange d'une commission annuelle de 10%. J'ai répondu « Oui, ça m'allait très bien. » Il a ajouté « Mais il y a une chose que tu dois savoir. Si tu es incapable de mettre ta conscience au congélateur, et par congélateur j'entends à moins 100 degrés, pas moins 18, alors ne le fais pas. » Voilà le message. Tu peux gagner beaucoup d'argent, tu peux l'obtenir et je peux t'y aider, mais le prix à payer est très élevé. Parce que tu ne peux pas faire ça en gardant la conscience tranquille. Cela m'a fait rire, j'étais encore jeune et naïf. Étant jeune, les conditions dans lesquelles je suis entré dans la vie étaient loin d'être idéales. Cela a eu des conséquences sur ma façon de voir le monde et l'humanité. Hoe bedoel je dat? Dus niet warm, zeg maar, geen warme achtergrond. Ma mère a toujours fait de son mieux pour que nous nous sentions aimés. Mais elle était constamment gênée par le comportement de mon père. Et nous nous sentions sans arrêt en conflit les uns avec les autres. Ça n'était pas vraiment une situation modèle dans laquelle grandir sereinement. Grandir dans ce genre d'environnement m'a fait comprendre que le monde était très loin d'être quelque chose de formidable. Je le faisais déjà partiellement par instinct de conservation. Mettre ma conscience au congélateur ne me semblait pas bien difficile à faire. Oui.
Oui. Ma vision de l'humanité et du monde qui m'entourait était tout sauf quelque chose de positif. Je pensais seulement à moi. Ayant déjà grandi avec cet esprit d'autoconservation, j'ai finalement accepté. Lentement, j'ai commencé à établir ma propre clientèle. Et alors que vos compétences s'améliorent dans ce réseau et que vous vous impliquez de plus en plus profondément, il s'avère que le monde est vraiment tout petit. Éventuellement, vous finissez par le remarquer. Même lorsque je travaillais encore dans l'import-export, dans la négoce du grain ou autre, vous remarquez ces petits cercles. Et si nous parlons du cercle qui se trouve au cœur même de ce système, je ne parle pas de celui du simple employé de banque, mais de celui où circulent ces vastes flux de capitaux utilisés pour les échanges. Je hebt het over de aarde, dus niet over Nederland in het bijzonder. Dat stuk waar je Les Pays-Bas jouent un rôle distinct dans les affaires, mais le monde ne tourne pas uniquement autour des Pays-Bas. Maar Nederland is niet het centrum van de aarde. Nederland is een onderdeel van. Les Pays-Bas sont juste une partie de cet énorme système financier mondial. Vous devez passer par le marché d'échange si vous souhaitez effectuer des transactions officielles. Plusieurs de ces banques qui s'occupent d'échanger les devises se voient attribuer certaines missions pour le compte de clients qui se trouvent en situation difficile. C'est ici que des gens comme moi interviennent, des prête-noms par lesquels transitent ces énormes flux de capitaux. La législation internationale nous permet certains montages financiers pour déplacer cet argent de telle manière à ce que tout semble OK. Ainsi, tous les superviseurs, tous les organismes de réglementation mis en place dans le monde entier, ils ne voient rien de ce qui se passe. Comme le scandale autour de Panama, il y a 1 ou 2 ans environ. De Panama Papers. Oui. Ja. Oui. Belastingontduiken. Je pense qu'il s'agissait plutôt d'évitement fiscal. Ja. L'évasion fiscale, c'est lorsque vous brisez toutes les règles. Ici, nous parlons d'évitement fiscal. Quand vous voyez ce qui s'est passé là-bas, je me dis qu'il n'y a vraiment rien de nouveau. Pourquoi s'embarrasser avec ça? Ce n'est rien, c'est vraiment insignifiant. Néanmoins, pour les gens normaux, c'est un scoop, sauf qu'en réalité, ça ne l'est pas vraiment. Cela nous montre juste qu'il y a quelque chose qui fonctionne très mal dans le monde. Aux Pays-Bas, par exemple, il y a des personnalités qui possèdent des comptes bancaires au Panama, bénéficiant d'une législation qui leur permet de ne pas payer d'impôts aux Pays-Bas, ce qui est encore complètement légal. Ce genre de montage fait partie de mon travail lorsque nous avions à changer de devise. Nous avons eu bien d'autres opérations de change. Lors du premier boycott en Irak au début des années 90, il y a eu un boycott en Irak lorsque la guerre a commencé. Nous avons été confrontés à ce que nous appelions le dollar irakien. Ces dollars irakiens, lesquels étaient en fait des dollars américains. Le dollar américain est en relation directe avec le cours du pétrole, ce qui fait de cette devise un instrument d'échange indexé sur le pétrole. Tant que cette connexion est en place, le dollar a de la valeur. Officiellement, il n'était pas permis aux Irakiens de vendre leur pétrole à cause du boycott. En théorie, bien sûr, le business du pétrole n'a jamais été aussi florissant, avec des prix au rabais dans ces cas, parce qu'officiellement, ça n'était pas permis. Cependant, avec une remise, ils continuaient de franchir les frontières. Et ces dollars, parce que l'énergie a toujours été payée en dollars, donc ces dollars irakiens devaient bien aller quelque part. Mais où? Vous ne pouviez tout simplement pas vous présenter à la banque à cause des contrôles effectués par ces organismes de régulation pour lutter contre le blanchiment d'argent et la criminalité. Ça n'avait rien de nouveau à cette époque. Aujourd'hui, on appelle ça le terrorisme.
Mais là aussi, c'était le cas. Donc vous aviez besoin de personnes pour porter le chapeau. Prenons l'Allemagne par exemple. Comme prête-nom, vous étiez invité par la banque dans des souterrains pleins de camions remplis d'argent. Et là, vous vous dites, des camions bien sûr, ces compagnies de transport sont bien occupées. Ils vous disent, suivez-moi. Et ils vous montrent le contenu de tous ces camions entièrement remplis de dollars. Et ils vous disent qu'ils ont besoin de se débarrasser de tout ce cash. Il nous faut des livres, des marques, etc., de façon à ce que ça aille là et là. Bien, traitement de liquide, de telle manière à ce que nous puissions le réinjecter légalement dans le circuit monétaire. C'était une mission que mes collègues et moi avions reçue. Vous n'êtes jamais seul dans ce type de mission. Vous ne pouvez pas faire tout ça vous-même. C'est impossible. Tout le monde connaît Picsou en train d'écoper l'argent avec sa pelle. C'est littéralement ce que nous avions à faire là-bas. C'était impossible de tout traiter en une seule fois. Donc vous aviez besoin de trouver une solution, les espèces étant le moyen de paiement prédominant. Alors qu'aujourd'hui, presque tout est informatisé. Donc, il vous fallait trouver un moyen de traiter tout ce liquide. Comment réintroduire tout cet argent dans le circuit afin que l'Irak puisse continuer de négocier son pétrole sans entrave, puisque ce sont eux qui possédaient l'argent. L'Irak ne voulait pas. Regardez, vous parliez de blanchiment d'argent, alors que c'était à cause du boycott que l'Irak devait s'en tenir aux règles. Et vous savez, tout ce que vous avez à faire pour savoir ce qu'il se passe dans le monde, c'est de suivre l'argent. C'est tout ce qu'il y a à savoir. N'importe qui peut dire blablabla. Assurez-vous de suivre l'argent et vous découvrirez la vérité. Même chose ici. La seule chose que l'Irak et ses partenaires économiques voulaient, c'était de rester libres de toute accusation. N'oubliez pas que ceux qui achetaient le pétrole étaient justement ceux qui avaient ordonné le boycott en premier lieu. En fait, ils sont tous amis et du même côté. Tout le monde s'imagine qu'ils sont ennemis comme s'il y avait les bons dans un camp et les mauvais dans l'autre. Mais à des niveaux supérieurs, c'est juste un jeu où ils travaillent tous ensemble. Toutefois, ils doivent s'en tenir aux règles et aux règlements qu'ils ont eux-mêmes créés, pour maintenir le reste de la société dans l'ignorance et s'assurer que le sommet ne soit pas trop saturé. Donc, vous devez jouer selon vos propres règles. Ce qu'il faut dans ce cas, c'est d'être certain que personne ne puisse remonter jusqu'à vous. En dehors de l'élite elle-même, personne dans les rangs inférieurs ne doit découvrir ce qu'il se passe réellement. Oui. Oui. Comme nous faisions le sale travail, il fallait que nous en sachions plus, parce que nous ne pouvions pas nous permettre de faire la moindre erreur. Eh bien, nous étions en contact avec eux. Lorsque j'occupais cette position, mon ego aurait adoré faire partie du sommet lui-même. De nos jours, nous parlons de 8000, 8500 personnes qui dirigent le monde entier. Ça aurait été fantastique pour moi d'accéder à une telle position autrefois. Maar concreet, als je zegt de top van de piramide weet 100%, kun je een percentage aangeven waar jij zat qua weten en snappen wat er allemaal gebeurde? Dans mon travail, je me devais d'être informé à 100% sur ce qu'il se passait. Il n'y avait pas d'autre moyen. Les intérêts des personnes impliquées étaient énormes, en particulier pour ceux placés au sommet. Si je ne connaissais pas tous les détails, j'aurais inévitablement fini par commettre des erreurs. Ce qui aurait causé des retombées parce que ces erreurs auraient immédiatement été détectées. Des personnes qui ne savent rien de tout cela seraient intervenues. Pour occuper une position avec un tel niveau de responsabilité, il vous faut des nerfs d'acier. Oui, ça a bien marché. Oui, j'ai joué au plus haut niveau environ 5 années. Et puis, ça a été fini. Tout s'est arrêté.